Bien, bonjour à tous. Bienvenue à cette présentation Comment marche l'Internet. Je suis ravi de vous présenter notre présentateur, Peter Stuger, qui va présenter à tout le monde comment Internet marche vraiment. Je suis sûr que tout le monde va apprendre quelque chose aujourd'hui. Tonnerre d'applaudissements pour Peter Stuger. Merci à tous, merci d'être ici. C'est incroyable que ce soit traduit en français, c'est génial. Alors, je veux parler un peu de comment Internet marche. Alors, je vais essayer de vous montrer un peu les technologies utilisées quand on utilise Internet tous les jours. Alors, pourquoi ce talk? Pourquoi cette conférence? Alors, ce que j'ai fait un peu... D'abord, je vais commencer par expliquer un peu le passé d'Internet, et ensuite, je vais expliquer un peu ce qui se passe entre le navigateur et ce qu'on récupère. Dans cette description, j'explique d'abord de bas en haut, donc vraiment les niveaux tout en bas de la pile de technologies qui sont utilisées. Donc je commence par ça pour vraiment expliquer ce qui se passe. Mais d'abord en introduction, voilà, ça va être le navigateur et les serveurs en premier. Alors, je vais aussi lister les détails sur les différents protocoles et ensuite je vous donnerai des recommandations pour d'autres conférences si vous êtes intéressé sur le sujet. Alors, la raison pour laquelle je voulais faire cette conférence, c'était pour parler surtout, donc bien sûr, comment marche Internet, les mécanismes qu'on utilise tous les jours. Mais il y en a beaucoup de choses qui se passent dont on ne parle pas vraiment, en fait. C'est très obscur pour la plupart des gens. C'est un peu caché, je ne sais pas si c'est le meilleur mot, mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte de ce qui se passe dans le réseau en lui-même, les services qui se passent derrière, on s'en rend pas vraiment compte. Et tous les services font de leur mieux pour faire en sorte de nous donner le plus de choses possibles. Et c'est vrai que c'est intéressant, on peut imaginer ce qui se passe, mais on n'en parle pas vraiment. Et je pense que c'est dangereux au final que tout ça ce soit juste dans notre imagination. Je pense que c'est mieux de savoir en fait ce qui se passe. Et donc donc moi je voudrais que les réseaux publics soient disponibles à tous et soient neutres. Et en fait, si on se concentre juste sur les services principaux qu'on connaît, on saura. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire dont on va pas profiter en fait. Et la raison pour laquelle Internet c'est neutre pour l'instant, c'est parce que on est tous connectés les uns aux autres et on n'a pas vraiment besoin d'utiliser ces services directement. C'est vrai qu'on veut tous aller vers la centralisation des services, mais à la base, Internet, c'était pas comme ça, c'était pas prévu d'être centralisé. Et c'était prévu pour d'autres types de structures. Donc on a besoin de vraiment se rendre compte de ça, de l'importance de la neutralité d'Internet. Et si on n'en parle pas, si on parle pas du réseau et de comment ça marche, ben, la neutralité, on va peut-être la perdre. Alors comment ça a commencé Internet ? En 1970, ARPA a commencé, ARPANET a été créé. ARPA à l'époque, qui maintenant est devenu DARPA, qui est la défense, la recherche, l'agence de recherche de défense avancée. Et donc ça c'est... Le but, c'était de faire en sorte que toutes les compagnies, toutes les entreprises des militaires aux États-Unis puissent connecter toutes leurs informations entre eux. Donc ça, c'était le but à la base de DARPA. Maintenant, c'est quelque chose d'autre et c'est beaucoup mieux. Donc, parlons de ce qui se passe entre le navigateur et le site Internet. Alors, on a une personne sur un ordinateur et il utilise un navigateur et il tape une adresse. Comme par exemple le site du CCC pour lire les articles de blog.
Alors, qu'est-ce qui se passe quand on tape l'adresse? La première chose qu'il fait, il va essayer de trouver cette page. Donc, la première chose qu'il fait, c'est demander comment accéder à ce site. Où est-ce qu'il est? Donc, les ordinateurs, directement, ils savent pas vraiment ce que c'est ce texte, cette URL que ça utilise. Ou en tout cas, la partie réseau de l'ordinateur ne sait pas ça. Donc, il a besoin de traduire ça en une adresse. Donc, on va en parler plus tard. Donc, ça s'appelle le DNS. Ça peut être utilisé pour d'autres choses, mais le DNS, c'est quand même principalement pour transformer ce nom en... où est-ce que c'est? Sur l'adresse réseau, en fait. Ça transforme l'URL en une adresse réseau. Donc ça, c'est la première partie. Et ça s'appelle le système DNS parce que c'est pas l'ordinateur qui le fait directement, c'est le système d'exploitation directement qui le fait. C'est le système d'exploitation qui le fait, qui utilise plusieurs protocoles et des paquets IP, mais ça, on en reviendra. Alors, une fois que le navigateur a récupéré ce qu'on appelle l'adresse IP, donc l'endroit où il est, ce site, il va créer une connexion. Donc, ça va contacter le serveur web. Et ça utilise différents protocoles. Donc, l'IP, dont on a parlé déjà, pour trouver le serveur. Et ensuite, il utilise TCP, qui est un type de connexion, donc on en reparlera après. Donc voilà, ça c'est les différentes technologies. Et donc ça utilise le protocole HTTP, mais on en reparlera aussi après. Et donc après, grâce à tous ces protocoles, c'est comme ça qu'on peut faire une requête pour récupérer le site. Tout ça, ça se passe directement sur son ordinateur et avec le navigateur. Et il y a aussi une longue chaîne de machines au milieu, d'autres ordinateurs au milieu, de serveurs. Et on nous passe aussi, bien sûr, par le routeur Wi-Fi. Et il y a bien sûr plein d'autres routeurs Wi-Fi au milieu, entre mon laptop, entre mon ordinateur personnel, entre tous les autres ordinateurs à qui je veux parler. Donc, tous ces navigateurs qui utilisent ça récupèrent les paquets, regardent où est-ce que ce paquet doit aller, donc qui correspond au site, et savoir où est-ce qu'il doit retourner. Et au final, à la destination, donc sur le serveur web qui récupère la requête, il y a deux choses qui se passent aussi. D'abord, il y a la requête qui a été envoyée par le navigateur, va passer sous les différents protocoles dont on a parlé. Et ensuite, il regarde la requête et il dit « Ok, donc cette personne voulait le premier post du blog. Bon, bah, je vais renvoyer ça alors. » De la même façon que j'ai récupéré la requête. Donc, qui est la deuxième partie qui est retourner une réponse à la personne qui a demandé la requête. Et ça va utiliser plus ou moins le même chemin pour retourner à son destinataire. Donc, regardons maintenant séparément toutes ces parties. Donc, on va commencer par la partie la plus simple, la plus atomique. J'ai parlé de paquets de réseau. Qu'est-ce que c'est? Alors, les paquets, ou plutôt un paquet, c'est une sorte d'atome sur le réseau. C'est-à-dire que c'est la plus petite unité utile qui est envoyée ou qui est transmise par le réseau. Une bonne façon, je pense, d'expliquer ce que sont les paquets, c'est des cartes postales que vous envoyeriez par la poste. Parce que en matière de taille, c'est à peu près standard comme une carte postale. Vous pouvez envoyer une carte postale vous ne pouvez pas envoyer une carte postale qui fait 1 mètre de large. Et de la même façon, vous ne pouvez pas envoyer un paquet qui fait une taille trop importante. Typiquement, une taille commune de maximum, ce serait environ 1500 octets ou 1500 caractères. Donc, pour vous donner une idée, c'est assez petit, 1500 octets. Est-ce qu'on peut écrire 1500 caractères sur une carte postale? Je pense pas, donc les paquets sont peut-être un peu plus gros, mais
L'analogie se tient, parce qu'on les envoie comme ça, et il y a très peu de structure. Il y a un petit peu de structure. Sur une carte postale, il va y avoir un timbre et une adresse de destination, mais c'est à peu près tout. C'est ce que vous écrivez au dos de la carte postale. C'est ça qui est important. De la même façon, les paquets peuvent contenir à peu près n'importe quoi, mais si vous les écrivez dans une langue que le destinataire ne comprend pas, le paquet peut tout aussi bien être abandonné puisque le destinataire n'est pas capable de le comprendre. Donc, les paquets sont envoyés et reçus via des interfaces réseau. Donc, typiquement, ça va être votre câble Ethernet et votre port réseau, ou peut-être votre connexion Wi-Fi ou votre modem 3G, connexion Wi-Fi, pardon, votre modem 3G. Et typiquement votre téléphone, votre smartphone fait aussi ça. Si vous êtes dans un café quelque part ou dans le métro et que vous avez une connexion en 3G, vous vous connectez par cette 3G et vous envoyez des paquets par cette connexion 3G. Une chose qui est intéressante, et là où la comparaison avec les cartes postales ne marche plus vraiment, c'est que une interface réseau peut facilement envoyer des millions de paquets dans une même seconde. Donc on peut envoyer beaucoup d'informations, en particulier si vous avez une bonne connexion en Ethernet comme ici au Congrès, vous pouvez envoyer énormément de données. Alors, l'étape suivante, l'étape au-dessus, si on se demande mais qu'est-ce qu'on peut mettre comme information sur notre carte postale, puisqu'on peut y mettre ce qu'on veut. Pour ce talk, je vais uniquement parler de IP version 4. Alors je sais, c'est vieux, on ne devrait plus l'utiliser, on devrait utiliser IPv6, mais c'est quand même la technologie la plus utilisée, c'est la technologie qui domine. Alors ce sera pas le cas pour toujours, mais à l'heure actuelle, c'est quand même le plus commun. Et c'est quelque chose que la plupart d'entre nous a déjà vu. Si vous avez configuré un réseau Wi-Fi ou une connexion Internet, vous avez vu des adresses IP, comme celle que vous pouvez voir ici sur mes slides. Celle qui est écrite ici, c'est sûrement l'adresse IP la plus courante pour un nouveau routeur Wi-Fi que vous installez. Ces adresses IP consistent de 4 nombres, des nombres qui vont de 0 à 255. Et il y en a 4, on les sépare par des points. C'est la façon qu'on a de les écrire. Ça, c'est une façon qui est plutôt efficace pour les machines de s'identifier les unes aux autres. Mais la raison pour laquelle IPv4, c'est plus si bien que ça de nos jours, c'est que ces nombres permettent d'écrire seulement un nombre assez limité d'adresses. Il s'avère qu'Internet est devenu assez populaire ces dernières années et que le monde, et en particulier des entités comme le RIPE, sont maintenant à court d'adresses IP à donner à des équipements qu'on va connecter à l'Internet. IPv6, IP version 6 va résoudre ça, peut-être, on verra, peut-être qu'on sera encore en vie quand ça se passera. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un réseau? Il y a différents types de réseaux. On peut parler de réseau physique ou de réseau logique, de réseau abstrait. Les réseaux physiques, c'est ce qu'on peut voir quand on regarde au niveau des câbles. Vous avez une connexion de votre fournisseur d'accès à votre routeur Wi-Fi, ou si vous avez un réseau local, comme par exemple dans un hackerspace ou ici au Congrès, vous avez des switches, vous avez des câbles qui vont se connecter d'un ordinateur à un switch, et c'est quelque chose de tangible, c'est quelque chose qu'on peut toucher, qu'on peut influencer avec nos mains. Mais ça, c'est un type de réseau physique. L'autre type de réseau qu'on peut trouver, c'est des réseaux logiques, des réseaux abstraits. Ça, c'est des réseaux qui sont définis uniquement par les adresses qu'on utilise, par un ensemble d'ordinateurs qui communiquent ensemble. Donc, voici un exemple de réseau IP qui pourrait être utilisé par exemple par votre routeur Wi-Fi, qui a l'adresse que j'ai mis en haut. Et il y a une sorte de motif qu'on peut voir ici. Les 3 premiers chiffres les 3 premiers nombres sont les mêmes que l'adresse IP. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'adresse du réseau. Et à ça, on ajoute un .0 et un /24. Donc ça dit
mathématiquement et pour simplifier que les 24 premiers bits de cette adresse resteront les mêmes. Au sein de ce réseau logique, au sein de ce groupe d'ordinateurs qui communiquent les uns avec les autres, il n'y aura que le dernier chiffre qui va changer, le dernier nombre qui va changer. Et tant que cette règle est respectée, on n'a pas besoin d'avoir un routeur. Pas encore. Tous ces ordinateurs peuvent communiquer directement les uns avec les autres sur un réseau local, sur votre Wi-Fi ou quoi que ce soit. Donc là, on a un /24, c'est-à-dire 3 fois 255.0. Ces deux choses-là, ça exprime exactement la même chose. Alors, d'où viennent les adresses IP et qui est-ce qui les a et qui détermine qui peut utiliser quelle adresse IP? Alors, si on prend un routeur Wi-Fi, on a des adresses IP qu'on peut utiliser. Mais moi et mon voisin, on a probablement les mêmes adresses IP parce qu'on a le même routeur Wi-Fi qui vient du même fabricant. C'est un petit peu un cas particulier. Ce ne sont pas des adresses Internet, ces adresses IP. Ce sont des adresses qui ne sont utilisées que localement, que sur un réseau domestique ou un réseau d'entreprise peut-être. Les adresses IP publiques sont celles qu'on trouve à l'extérieur de ça, à l'extérieur de notre réseau Wi-Fi, de notre routeur Wi-Fi qu'on a chez nous. Votre fournisseur d'accès Internet vous en donne peut-être quelques-unes, ou généralement une seule, et c'est très facile d'avoir plus d'appareils chez soi qui veulent se connecter à l'Internet que d'adresses IP qui vous sont fournies par votre fournisseur d'accès. Alors, ces adresses IP sont assignées au fournisseur d'accès et ce fournisseur d'accès peut les utiliser pour vous permettre d'accéder à Internet. En Europe, cette affectation des adresses IP est faite par un organisme qu'on appelle le RIPE. Et le rôle de cet organisme, c'est de donner à des entreprises qui se connectent à d'autres entreprises via l'Internet, de leur donner des adresses IP. Donc le RIPE a bien sûr des collègues dans d'autres parties du monde que l'Europe. Je crois qu'il y en a 4 ou 5, peut-être 6 organisations comme le RIPE qui sont des centres de réseaux régionaux et qui ont le même rôle dans d'autres zones géographiques du monde. Alors quand je parle d'entreprises qui se connectent à Internet, je ne veux pas juste dire des fournisseurs d'accès qui permettent de connecter votre maison ou votre entreprise à l'Internet, mais aussi d'entreprises qui ont des services à mettre sur Internet. Par exemple, des services de streaming, tous ceux auxquels vous pouvez penser. La plupart, ou au moins beaucoup de sites Internet utilisés tous les jours, ont aussi leur propre blog d'adresse IP et vont être actifs en matière de trouver des façons de se connecter à d'autres fournisseurs d'accès, de façon à ce que les utilisateurs finaux aient une expérience plus agréable, plus optimisée pour visiter les sites web. Donc, j'ai parlé de ces entreprises qui se connectent à Internet, qui cherchent des façons de se connecter les unes aux autres pour que les utilisateurs d'un réseau chez un fournisseur d'accès puissent se connecter aux utilisateurs clients d'un autre fournisseur d'accès ou puissent se connecter à des services fournis par une autre entreprise qui se connecte à Internet. Et ça, ce concept-là, c'est ce qu'on appelle le routage. Le routage, c'est ce qui se passe aussi avec votre routeur Wi-Fi chez vous. Mais ce qui se passe avec tous ces routeurs qui sont connectés à l'Internet, qui passent des paquets, aussi ce qui se passe sur ces plus gros routeurs qui passent des millions de paquets par seconde sur l'Internet. Si on regarde un routeur Wi-Fi domestique, typiquement, il va y avoir un réseau local Wi-Fi. Il peut y en avoir plus. Il y en a qui ont par exemple un réseau Wi-Fi pour vous et un pour vos invités, où des gens pourraient se connecter plus facilement. Donc là, il y aurait 2 réseaux Wi-Fi. Ça peut faire un peu bizarre. Quand on pense comme ça, c'est la même borne Wi-Fi, mais c'est vraiment 2 réseaux. Si vous êtes connecté à l'un de ces réseaux, vous ne pouvez pas vous connecter à l'autre, même si vous utilisez le même routeur physiquement parlant. Alors, il y a
légère chance que le routeur puisse laisser passer des informations de l'un à l'autre, mais c'est pas garanti. Et en fait, c'est même presque sûr que ça ne sera pas activé, puisque le principe d'un réseau invité comme ça, c'est de ne pas laisser votre invité accéder à votre ordinateur personnel via le réseau. Par exemple, si vous avez un disque dur réseau où vous stockez vos fichiers, vous ne voulez pas que quelqu'un qui se connecte à vos fichiers ait accès à toutes vos données. Donc, c'est typiquement pas le cas que le réseau invité donne accès au réseau principal. Donc là, on a deux réseaux logiques distincts, même si ça utilise les mêmes ondes, la même borne et les mêmes ondes physiquement parlant, deux réseaux logiques distincts. La principale propriété d'un routeur domestique, c'est qu'en général, il y a aussi une unique connexion à Internet. Typiquement, vous avez un seul fournisseur d'accès qui vous connecte à Internet. Typiquement, votre fournisseur d'accès domestique. Dans certains cas, ça pourrait être aussi, typiquement aux États-Unis, il arrive que les fournisseurs d'accès soient aussi des fournisseurs de contenu. C'est pas une très bonne situation. Mais c'est eux qui vous fournissent l'accès à Internet. Si vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de passer par eux. Donc vous avez un routeur domestique avec une connexion, typiquement une seule connexion vers Internet, fournie par votre fournisseur d'accès. Et ça, c'est différent des routeurs qu'on trouve plus au cœur de l'Internet. Ceux-là sont gérés par ces entreprises qui font Internet. Typiquement, ils vont avoir un ou plus réseaux locaux qui leur appartiennent à ces entreprises, de la même façon que votre réseau Wi-Fi appartient à votre routeur domestique. Et ces entreprises qui font Internet, ou ces organisations qui font Internet, comme par exemple le CCC également, ces organisations ont un certain nombre d'équipements qui permettent de définir le réseau. Si vous allez sur ccc.de, vous êtes sur la petite tranche d'Internet qui appartient à l'organisation du CCC. Et ça va passer par des routeurs qui sont responsables pour tous les réseaux du CCC ou le réseau du CCC. Et ce réseau est responsable, lui, de ces adresses IP qui lui ont été assignées. Donc, la différence fondamentale entre ces routeurs qui font l'Internet et ces routeurs domestiques, c'est que les routeurs qu'on trouve sur Internet se connectent généralement au moins à 2 et bien souvent à beaucoup plus d'autres routeurs. Alors comment? Ça dépend des endroits. Il y a diverses normes et des topologies assez communes, mais globalement, les connexions qui existent sont déterminées par ce qu'on appelle le peering, une forme d'accord d'échange de données entre des entreprises qui font Internet. Alors, il est possible de signer un contrat entre deux de ces entreprises, mais sans accord, les données ne peuvent pas forcément être échangées directement. Donc, il n'est pas forcément possible, a priori, de déterminer si les données pourront aller d'un réseau à un autre. C'est un sujet assez intéressant et je vous donnerai plus tard d'autres talks à regarder sur ce sujet. En tout cas, un modèle commun, c'est d'avoir un emplacement physique, un data center, dans lequel on trouve ce qu'on appelle un Internet Exchange, un IX. Ça, c'est un emplacement dans lequel beaucoup d'entreprises qui ont des réseaux qui veulent faire partie de l'Internet trouvent un moyen d'accéder à ce bâtiment, tirent des câbles jusqu'à ce data center et tous ensemble se mettent d'accord pour se connecter physiquement les uns avec les autres et pour échanger du trafic, des paquets, de façon efficace, peut-être aussi sans coût financier. Ça, c'est un aspect intéressant parce que il y a beaucoup de business qui peuvent se faire autour des diverses façons de faire ce peering, de faire ces échanges de données. Donc, les Internet Exchange sont un des modèles qu'on peut utiliser. Il y en a plusieurs en Allemagne, quelques-uns, une poignée. C'est à peu près à cette échelle-là qu'on parle. Il n'y en a pas des milliers. Les peering privés sont des liens entre juste deux de ces entreprises qui permettent d'échanger des données sans passer par un point centralisé, un Internet Exchange. Donc,
ces entreprises se connectent ensemble physiquement et comment est-ce que les routeurs savent ensuite où envoyer des données? Ça, c'est géré par un ensemble de protocoles, notamment la BGP, qui est le protocole de négociation de où envoyer quelles données. Alors, il y a des règles. On peut déterminer où est-ce qu'on préfère envoyer du trafic, où est-ce qu'on préfère ne pas en envoyer, ou alors on peut juste dire, je vais juste utiliser ce qui est disponible. Si j'ai un moyen d'envoyer les paquets quelque part, je les envoie par là. Et ça dépend typiquement de combien ça vous coûte d'envoyer du trafic par un lien ou par un autre. Si vous avez un bon accord de peering avec une entreprise et que vous pouvez envoyer ce trafic, beaucoup de trafic vers eux sans que ça vous coûte beaucoup d'argent ou peut-être rien du tout. Alors, si vous avez cet avantage économique à envoyer le trafic par ce lien, vous allez l'envoyer par ce lien. Donc, on a regardé les adresses IP. On sait maintenant quelques systèmes qui nous permettent de nous connecter à Internet. On sait que tous ont des adresses IP pour aller sur Internet. Et on sait qu'avec cette adresse, on peut accéder à ce système. La première chose qui est sur le slide que vous pouvez pas voir, c'est UDP. Donc maintenant, ce qu'on va parler, c'est que sur la carte postale dont on parlait tout à l'heure, sur laquelle on a écrit l'adresse IP, parce qu'on sait où on veut aller, sur quel système on veut aller. Mais maintenant, on veut aussi envoyer un message avec. Et donc, il y a plusieurs façons d'envoyer ce message, il y a plusieurs façons de le structurer. Et donc, on va parler des plus communes. Donc, le premier, comme je disais, c'est UDP. Donc, c'est vraiment comme des cartes postales. C'est vraiment juste un message qui est envoyé. Il n'y a pas beaucoup de contexte. Il n'y a pas de connexion entre les deux directement. C'est vraiment juste envoyé comme ça. Et il n'y a pas du coup de garantie que ce paquet, donc cette carte postale, sera envoyée et arrivera. Donc on sait pas si elle va arriver. On ne saura jamais. Donc ça peut paraître un peu inutile, mais c'est en fait pas mal. Il y a plein de cas dans lesquels ça a du sens de faire ça. Quand on fait des choses en temps réel, comme par exemple du streaming, dans ce cas-là, UDP, ça peut être utile parce que si quelque chose manque, peut-être que ça va glitcher un peu sur le son ou sur la vidéo, mais globalement, c'est pas si important parce qu'on n'a pas besoin d'attendre en fait. Il faut que l'information soit déjà là, donc on va pas attendre d'avoir toutes les images avant de les jouer. En fait, on va juste faire un petit glitch et c'est pas grave et ça continue parce que ça va très vite. Donc pour ça, UDP, c'est parfait. C'est juste, on envoie et voilà. Et si ça arrive, ça arrive. Si ça arrive pas, c'est pas grave. La plupart du temps, ça marche. Et la plupart du temps, ça arrive. Mais voilà, des fois, ça marche pas, mais c'est pas grave. Alors, le prochain moyen, c'est TCP. Alors, peut-être que vous avez déjà entendu le terme TCP/IP, dont les gens parlent souvent. Donc, c'est la TCP/IP, donc c'est la combinaison entre TCP dont je vais parler et donc les adresses IP que j'ai déjà expliquées. Les deux TCP et UDP ont un concept de port qui est donc comme une deuxième adresse. On peut comparer ça au numéro de la rue ou le nom de la rue. Et donc, donc le port serait le numéro et l'IP serait le nom de la rue, plus ou moins. Donc voilà, donc ça c'est deux parties de l'adresse. Donc on veut avoir les deux. Donc c'est important d'avoir les deux. Donc que ce soit, par exemple, certains services, on va parler donc des emails. Ils ont des numéros de port typiques que tout le monde utilise. Et c'est toujours les mêmes. Et le web aussi, ça utilise toujours le même port. Donc on n'a pas besoin de deviner si c'est un peu toujours les mêmes. On peut le changer, mais bon, normalement, il y en a des standards. Donc TCP, revenons-y, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un peu plus comme un stream de lettres qu'on envoie à la poste. C'est un flux.
Et donc, la personne qui va recevoir le paquet TCP avec son IP et le port va en fait toujours confirmer la réception à l'expéditeur. Donc, c'est le concept en fait d'une connexion qui ne s'arrête pas. Donc, c'est les deux se parlent entre eux. Ils sont synchronisés et ils savent où est l'un l'autre et c'est vraiment une connexion. Et donc ils savent aussi quelle donnée a été reçue, quelle donnée n'a pas encore été reçue. Donc ces paquets TCP peuvent aussi se perdre, ça arrive. Il n'y a pas de garantie. Aucun réseau ne peut vraiment être garanti. Donc voilà, on peut débrancher le câble et puis voilà, c'est plus possible d'envoyer des paquets. Donc c'est jamais garanti. Mais avec TCP, au moins on peut reconnaître ça et on peut savoir. Donc quand on envoie un paquet, on peut savoir qu'il n'a pas été confirmé. La réception n'a pas été confirmée. Donc TCP peut dire, ok, je vais renvoyer encore une fois. Donc on peut ajuster en général combien de fois on veut réessayer. Et puis au bout d'un moment, peut-être qu'on finira par abandonner parce que la connexion est cassée. Donc c'est pas possible de communiquer. Mais si on est rapide et qu'on rebranche le câble tout de suite, alors peut-être que du coup la connexion restera et continuera. Comme si elle n'était jamais interrompue. Parce que justement ça réessaye. Parce que le software va continuer à... Il sait ce qui n'a pas été envoyé, ce qui a été envoyé, et donc il va savoir ce qu'il faut renvoyer, et il va pouvoir du coup s'en sortir une fois qu'il y a eu cette perte de communication. Donc le troisième, c'est SCTP. Alors, c'est pas aussi connu que TCP et UDP, mais c'est aussi très très jeune, hein, mais c'est aussi bien. Ça vient à peu près des années 70, 80. Donc pardon, TCP, UDP 70, 80. Alors SCTP, la première version, c'était dans les années 2000. Donc c'est beaucoup plus tard, beaucoup plus jeune, ce protocole. Mais c'est plutôt bien, c'est assez puissant. Il y a beaucoup de propriétés des deux qui ont été empruntées. Et donc, en TCP, c'est un espèce de flux constant de texte, d'images, de ce que vous voulez sur la connexion. Sur UDP, c'est un message sur la carte postale dont on parlait. Et c'est juste une seule qu'on envoie. C'est un message fixe. Et TCP n'a pas ce concept-là. C'est toujours de l'information, toujours sur le flux. Alors, sur SCTP, justement, c'est une connexion tout comme TCP, donc sur un flux. Les deux côtés sont au courant de la communication et de l'état, mais c'est aussi possible d'envoyer des messages comme des cartes postales, comme UDP. Juste un petit morceau d'information qu'on veut envoyer et c'est tout. Par lui-même, l'information par elle-même. Et donc si on n'utilise que TCP, on est obligé de construire plein de choses autour de ça pour être sûr que ça marche, si on veut envoyer une image et qu'on utilise TCP, il y a beaucoup d'étapes, beaucoup de travail pour que ça marche, pour que ce soit possible, si on n'utilise que TCP. Donc l'avantage de SCTP, c'est que il va aussi réessayer comme TCP si on veut. Et on peut aussi utiliser multi-homing, qui est une fonctionnalité. Donc comme je dis, à l'heure actuelle, il n'y a pas beaucoup de routeurs chez vous qui utilisent ça, mais on pense que ça va changer et on espère que dans le futur, il y aura plusieurs façons de se connecter sur Internet. Et donc SCTP, si ça se popularise, ça pourrait vraiment utiliser ces fonctionnalités-là, le multi-homing. Ça pourrait l'envoyer sur plusieurs connexions. Tout ce qui part en premier arrive en premier et c'est accepté
Donc c'est un peu du gâchis des fois, mais des fois c'est pas un souci. Donc je pense que c'est une nouvelle fonctionnalité qui est vraiment bien et j'ai hâte de la voir dans le futur. Je pense que ça peut apporter beaucoup. Et je pense que TCP petit à petit va s'en aller et que ça sera plus utilisé. Mais on va voir ce qui va se passer dans le futur. Certaines boîtes utilisent des systèmes où ils veulent contrôler beaucoup plus le software comment ils utilisent le réseau, comment ils utilisent Connect. Et la façon dont ces systèmes sont créés, par exemple les téléphones, c'est pas super facile de faire ça avec TCP et SCTP. Mais c'est assez facile avec UDP. Donc je pense que c'est pour ça que ça pourrait éventuellement les motiver à partir de TCP et utiliser UDP un peu plus. On verra ce qui se passe dans le futur. Donc, maintenant, on va passer à un niveau plus applicatif. Donc, on a écrit sur notre carte postale une adresse, l'adresse IP du système avec lequel on veut communiquer. Et on a choisi de l'envoyer soit en UDP, soit en TCP, selon ce qui est le plus approprié. Typiquement, ça dépend de l'application. Certaines applications ont besoin de l'un ou de l'autre. Quelques-unes peuvent faire l'un ou l'autre. La première chose que je veux mentionner ici, c'est DNS. Donc DNS, j'ai dit, c'est l'annuaire d'Internet. Mais il y a une grosse différence, c'est qu'un annuaire, c'est quelque chose qui nous est donné par la compagnie des télécoms, ou dans le cadre du Congrès, par le POC. Et ça, c'est une entité qui connaît tous les numéros de téléphone et qui vous envoie la liste avec tous les noms. DNS, c'est différent dans le sens où n'importe qui a un nom dans le système DNS, le système des noms de domaine, DNS, Domain Name System, n'importe qui peut enregistrer un nom de domaine et une fois que quelqu'un a fait ça, cette personne peut publier des informations dans ce système. Et vous pouvez décider ce que vous voulez publier. Vous pouvez décider si vous voulez publier, par exemple, si vous avez un millier d'adresses IP qui vous appartiennent, est-ce que vous voulez publier des noms pour chacune de ces adresses IP ou peut-être juste des noms pour quelques-unes qui vont être intéressantes pour d'autres personnes à utiliser. Mais la plupart d'entre elles seraient juste gardées pour vos besoins internes. Donc, c'est possible dans le contexte DNS de décider ce que vous voulez publier et n'importe qui peut publier et faire tourner l'infrastructure qui permet de stocker et de relayer cette information. Donc, vous n'avez pas envoyé cette information à quelqu'un qui doit publier pour vous, vous pouvez le faire vous-même. Donc, c'est décentralisé, ce qui est très bien. C'est un très vieux protocole. Ça date de des premiers jours de l'Internet, quand personne ne pensait à la sécurité, quand on n'avait pas vraiment vu d'attaques ou réfléchi même aux attaques qu'il pourrait y avoir contre ces protocoles, que ce soit des attaques contre leur fiabilité ou des attaques de chercher à donner des réponses en mentant. Parce que c'était conçu pour des entreprises qui travaillaient pour le gouvernement. Donc, il y avait un esprit de collaboration bien plus poussé. Il n'y avait pas d'acteurs malicieux sur les réseaux. Bien sûr, l'Internet de nos jours est très différent. Le paysage a bien changé. Donc, ces protocoles qui datent de cette époque nous ont bien servi, mais ils sont plus forcément si adaptés maintenant. Donc, la principale fonctionnalité de DNS, c'est de publier des adresses IP pour un nom donné. Mais on peut faire bien plus. Si vous êtes intéressé, il va y avoir un autre talk plus tard au congrès, j'en parlerai un peu plus tard. Le deuxième protocole dont je voudrais parler, c'est SMTP. Ce protocole est utilisé pour livrer tous les emails. Tous les emails qui passent sur Internet tout le temps passent par ce protocole. Alors, quelque chose d'intéressant, c'est que à propos de ce protocole, qui est intéressant mais aussi problématique en matière d'email, c'est même pas juste SMTP, c'est
le cadre dans lequel SMTP existe. Donc, c'est que SMTP n'est utilisé que pour envoyer des emails. Il n'a rien à voir avec le fait de recevoir des emails, ce qui signifie qu'il y a un mécanisme différent utilisé pour recevoir des emails. Et ça fonctionne. Ces deux protocoles ensemble fonctionnent par la façon de faire fonctionner ça, c'est que le coût de recevoir un email est plus important que le coût d'envoyer un email. Pour recevoir des emails, je dois payer. Il y a un coût pour payer pour des gigaoctets de stockage, etc. Par contre, les gens qui envoient des emails n'ont pas à payer pour quoi que ce soit. Tant qu'ils ont accès à Internet, ils peuvent envoyer des emails toute la sainte journée et ils n'ont pas à payer pour ça. Et c'est pour ça qu'on a un problème de spam, parce que le coût pour les expéditeurs est beaucoup plus faible que pour les destinataires. Donc ça, on peut dire que c'est un bug. C'est un bug de conception d'Internet. J'espère qu'il va être réglé, mais c'est compliqué. Je ne suis pas sûr si on verra un jour la résolution de ça. Le dernier protocole que je veux mentionner ici, c'est HTTP, le protocole de transfert hypertexte, Hypertext Transfer Protocol. Donc ça, vous le connaissez probablement, c'est ce qu'on voit au début des adresses URL dans votre navigateur. Fut un temps, les pages web, c'était simplement de l'hypertexte, c'est-à-dire du texte avec des liens pour aller vers d'autres pages. Donc, je voudrais montrer d'abord un exemple de SMTP. C'est pas très lisible. Attendez, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je change ça. Voyons voir. Non. Oui. Voilà. J'aurais dû faire ça dès le début. Désolé. Donc, voici un exemple d'un email envoyé via SMTP. Ça, c'est tout ce qui est nécessaire pour envoyer un email sur Internet. Donc, vous voyez les chevrons à gauche et à droite que vous voyez au bord. S'ils pointent vers la gauche, c'est ce qui est reçu par la personne envoyant l'email depuis le serveur SMTP. Et si le chevron pointe à droite, c'est ce que le client qui envoie un email envoie au serveur mail. Donc, si on se connecte à un serveur mail, par exemple le mien, et il va dire OK, envoyez-moi du texte. À propos de ça, ça utilise TCP sur le port 25, c'est le port standard pour SMTP. Donc, on reçoit un flux de texte, un flow de texte qui arrive vers nous. Le serveur nous dit 220 et son nom. Donc ça, c'est une forme de message d'accueil. On lui dit « Hello, mon nom est laptop », puisque j'envoie ça depuis mon laptop. Le serveur mail dit « OK, ravi de te rencontrer ». Et ensuite, je lui dis « Je veux envoyer un email » et l'expéditeur, c'est test@stuge.se, stuge.se. Et là, si vous prêtez attention à ça, l'expéditeur a le choix de dire qui il est. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle c'est très facile sur Internet de falsifier des emails, puisque ça fait partie du protocole et ça fait partie du message qu'on envoie. C'est partie du message de dire qui l'a envoyé. Le serveur accepte l'expéditeur, même si l'expéditeur n'existe peut-être pas. Et ensuite, on spécifie qui est le destinataire, donc c'est pour moi. Le serveur dit à nouveau OK. Ensuite, j'ai dit voilà les données de cet email. Le serveur dit OK, vas-y, je suis prêt. Et ensuite, on tape le contenu de cet email dans lequel l'expéditeur est trollolol avec une fausse adresse d'expéditeur, un sujet quelconque, un peu de texte. Et à la fin, j'envoie juste un point et un retour à la ligne. Le serveur dit OK. Et ensuite, je dis juste au serveur quit pour terminer la session. Je n'ai plus rien à dire. Et le serveur dit OK, fermeture, au revoir. Voilà, ça c'est un email sur le réseau, sur Internet.
Dernier exemple. Une page web, accéder à une page web via HTTP. Donc ça, c'est encore plus simple. Je l'ai simplifié encore plus. Vous pouvez essayer ça par vous-même. Essayez. HTTP, c'est aussi basé sur TCP. Le port, c'est 80. J'ai essayé ici de parler au serveur de evans.ccc.de. Donc, à nouveau, les chevrons qui pointent à droite, c'est ce que moi j'envoie quand je parle au serveur. Donc, la connexion est ouverte. J'envoie get/http 1.0 parce que je veux récupérer la page principale qui est sur slash. Et je dis au serveur que je parle de la version 1.0 du protocole HTTP. Et ensuite, je lui dis, je veux accéder à la page d'accueil et sur le serveur qui s'appelle evans.ccc.de. Ensuite, j'envoie une ligne vide. Ça, c'est pour dire, OK, c'est tout, j'ai fini ma requête. Et ensuite, arrive la réponse. Donc, les flèches, si les chevrons, on peut voir qu'ils vont dans l'autre sens, vers la gauche. Et le serveur dit, alors là, en fait, ce que tu me demandes, c'est pas disponible. Si tu veux accéder à cette page-là, donc je sers une erreur 301 ou un code 301 qui est un code de redirection. Et je spécifie que le contenu que tu veux a été bougé de façon permanente à ce nouvel emplacement qui est https evans.ccc.de. Donc ça, c'est parce que j'utilisais une connexion TCP sur IP sans chiffrement. Et c'est pour ça que je peux taper facilement à la main cette ligne qui dit get/http:/0. Mais le serveur web me dit, ah non, moi j'ai pas envie de te parler sans chiffrement. Il faut que tu ailles sur cette adresse en HTTPS à la place. Donc, merci evans.ccc.de. J'aime bien le chiffrement, c'est une bonne chose. Donc, merci à tous les Angels qui participent à rendre ce congrès meilleur. Merci à vous, c'est grâce à vous que le congrès peut exister. Et merci à vous dans l'audience pour votre curiosité et pour avoir voulu sortir de votre zone de confort et apprendre quelque chose de nouveau. Thank you very much, Peter. Merci beaucoup, Peter. On a un peu de temps pour les questions-réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir au microphone. Si vous écoutez cette traduction sur Internet, vous pouvez poser vos questions sur IRC au Signal Angel. On n'a pas de questions sur IRC pour le moment. Est-ce qu'on a d'autres questions sur les micros ici? Des questions? Oui, une question. Alors, vous avez dit que vous pensez qu'il y a comme un bug dans SMTP en quelque sorte, dans le sens où on peut simplement envoyer des emails et c'est la responsabilité du destinataire de payer pour ça. Si vous appelez ça un bug, c'est que vous avez probablement une solution simple pour ça. Alors, je suis désolée, mais non, j'aimerais bien, mais c'est pas si facile à régler. C'est un peu une propriété de SMTP et des systèmes d'email qu'on utilise. Donc, il y avait une proposition il y a longtemps par quelqu'un beaucoup plus intelligent de moi, Internet Mail, et il voulait alors faire en sorte que la personne qui envoie garde le message, et que ensuite ce soit la personne qui reçoive qui puisse aller chercher, et du coup le coût est directement sur la personne qui envoie, et je pense que ça pourrait régler le problème. Mais le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est pas compatible avec les softwares qu'on utilise pour les emails, et donc ce serait vraiment difficile, et je vois pas trop comment on pourrait régler ce problème-là et migrer d'une façon qui marcherait bien, malheureusement. Merci. D'autres questions? Eh bien, on dirait qu'il n'y a pas d'autres questions. Tonnerre d'applaudissements pour Peter Stuger. Merci beaucoup.